Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, dernière conférence de cette très dense SEO Garden Party sur un sujet euh, toujours actuel, hein, le temps de chargement et les Web Core Vitals. Comme je vais passer un petit peu de temps avec vous et que la politesse l'exige, c'est un petit peu mieux, je vais me présenter à vous. Donc, moi, je m'appelle Maxime Grimaud-Delâtre, je travaille chez Picase. Je vais vous en dire un tout petit peu plus. Promis, je vais faire très courte la partie auto-promo parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, je travaille depuis 10 ans dans le SEO et le web marketing avant. Je suis un ancien consultant SEO. Et maintenant, je suis directeur conseil pour l'agence Picase. Picase, rapidement, c'est 4 agences. 2 en France, Paris-Nantes, et 2 en Allemagne, Berlin-Leipzig. On a vécu 2 rebrandings dans notre agence. Donc, certains nous ont connus sous le nom de Synaudience, puis sous le nom de Search 4 Site, et maintenant Picase. Et pour la petite histoire, c'est bien Search 4 Site qui a racheté une agence allemande et pas l'inverse, comme parfois on peut l'entendre. Et puis voilà, on est membre du groupe HeroX et on est à peu près 65 en France. Rapidement, on fait partie d'un grand groupe. On est Google Partner, Facebook Business Partner du groupe HeroX. Ça, je passe un petit peu si vous voulez échanger là-dessus plus tard. Ça sera avec plaisir, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Et puis voilà, on couvre toute la chaîne de valeur digital marketing, SEO, SIA, data, SMO et content marketing. Voilà. Je vous propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'on est là pour ça. Donc, j'ai fait un petit sommaire. On va d'abord parler des chiffres clés. Globalement, sur des grands annonceurs, des grands acteurs du digital, qu'est-ce qu'ils ont pu expérimenter avec des bonnes ou des mauvaises web perfs sur leur chiffre d'affaires, sur le temps passé sur leur site web. On va aussi rentrer dans le détail. On va beaucoup se concentrer sur les Web Vitals aujourd'hui de Google, les Core Web Vitals qu'on détaillera. C'est évidemment un vaste sujet. On pourrait y passer 2 heures. On pourrait vraiment s'attaquer à tous les différentes composantes du temps de chargement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment focus Web Vitals. Et à chaque fois, donc, de par mon expérience et aussi de tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines et aussi du Wheel of Speed dont on sort, qui était très riche en enseignements. Voilà, j'ai essayé de glaner un peu les dernières actus et en fonction aussi de notre expérience chez Picase pour voilà, essayer de vous délivrer en un minimum de temps les recommandations les plus impactantes. Je fais un petit focus sur le monitoring, les dashboards, les outils, etc. Une petite synthèse des conseils vraiment shortlist en une slide. Et puis, si on a le temps, avant les questions, peut-être un petit quiz en 4 questions très simple, hein, ça prendra quelques minutes, pour voir si vous avez été attentif tout au long de la présentation. Donc, c'est parti. Ça me paraissait important de commencer par quelques chiffres clés, et notamment des choses plutôt positives ou négatives. Typiquement, alors c'est Fasterise qui nous offre cette étude, qui a glané ça et là des statistiques qui venaient à la base de Google, mais on a fait un article relativement intéressant. Donc à gauche, sur votre écran, l'impact positif et à droite, les impacts négatifs. Donc des données Google nous disent que 0,1 seconde de temps de chargement, ce qui peut paraître rien du tout, peut entraîner plus 8% de conversion sur un site web, ce qui est assez colossal. Après, il y a différentes études par secteur, mais globalement, dans le retail, plus 8,4% de conversion et puis plus 9,2% sur le panier moyen avec juste 0,1 seconde. Et une autre donnée intéressante, aussi dans le retail, généralement, lorsqu'on augmente de moins 0,1 seconde son temps de chargement, on réduit en moyenne de 8,3% de taux de rebond sur les formulaires. C'est quand même assez colossal. Et on a, là aussi, une donnée Google, 77% des utilisateurs qui se disent plus enclins à effectuer un achat sur une appli ou un site web s'il est rapide. Donc, en fait, l'idée, c'est pas juste d'avoir un site rapide pour avoir un site rapide, c'est que derrière, il y a du business. Des secondes perdues, c'est du business de perdu, c'est un concurrent plus rapide qui va potentiellement glaner le lead ou le clic ou la vente si effectivement l'expérience, elle n'est pas agréable sur votre site web dû au temps de chargement.
Sur l'aspect négatif, aussi donné Google, ils se rendent compte qu'une seconde de temps de chargement en plus sur son site web, une seconde, ça peut faire baisser les conversions de 20% sur mobile. C'est énorme. Globalement, il y a une autre stat que j'ai pas mis là, mais qui est un peu plus vieille, qui date d'une étude de Deloitte. Grosso modo, quelqu'un qui arrive sur un site web avec son mobile, il attend à peu près 3 secondes avant que le site charge. Si ça dépasse 3 secondes, vous perdez à chaque seconde supplémentaire des utilisateurs sur votre site web. Donc, ça peut paraître très court, mais néanmoins, ça fait partie aussi de la réalité des usages aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire que le terminal mobile, voilà, on a à dispo dans notre poche tout le temps. Il faut qu'on puisse délivrer des réponses rapides sur mobile à tous les utilisateurs. Et ils ont fait une étude aussi. Alors, on pourrait la mettre dans le positif, mais pour le coup, on peut le voir comme l'argent perdu. Mais là, c'est l'argent gagné. C'est que si toutes les pages web étaient 25% plus rapides, elles pourraient, par exemple, générer en chiffre d'affaires annuel plus 4,7 millions sur l'ameublement et plus 365 000 euros sur la grande distrie. Et voilà, ils ont fait l'étude, l'analyse secteur par secteur. Donc, en fait, les secondes, c'est de l'argent. Il faut le voir comme ça. C'est aussi de la rétention utilisateur. Il faut le voir comme ça. Bien entendu, je vous le redirai, mais ça ne sert à rien non plus d'être rapide pour être rapide. Il faut aussi se comparer à votre marché, à vos concurrents directs. Mais c'est néanmoins, in fine, potentiellement de l'argent et des utilisateurs. J'ai mis aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des grandes marques qui font des optimisations et qui communiquent dessus. Une première, Zalando, ils ont vu augmenter, alors Zalando, gros acteur du e-commerce, vous le connaissez, a vu ses revenus augmenter de 0,7% en réduisant seulement de 100 millisecondes le temps de chargement de ses pages web. Ok, très bien. Si on en prend un autre très connu, eBay, ils ont constaté plus 0,5% d'ajout au panier à chaque amélioration de 100 millisecondes, de 100 millisecondes sur le temps de chargement. Donc, vu le chiffre d'affaires et le nombre de visites mensuelles par eBay, alors c'est une donnée que je n'ai pas, mais qui est colossale, qui est facilement trouvable en tout cas, ça vous donne quand même une idée de l'argent, en tout cas des conversions générées juste en travaillant le temps de chargement. Sur les points négatifs, Amazon aussi, qu'on ne présente plus, ils ont calculé qu'un ralentissement du chargement de page de seulement une seconde, ça leur a coûté 1,6 milliard de dollars de ventes chaque année. Donc voilà, c'est juste pour vous dire aussi que ces grands acteurs-là, on peut être petit, on peut être gros, on peut faire quelques milliers de chiffres d'affaires comme des millions. Cette problématique, elle concerne tout le monde parce qu'elle concerne avant tout vos utilisateurs. Et on se rend compte que, alors même si c'est quand même globalement de plus en plus intégré, de plus en plus un sujet voilà, que tout le monde prend à bras le corps et on essaye de faire passer le message et d'évangéliser, même si j'aime pas trop ce terme, les responsables SEO, marketing, les développeurs aussi, parce que mine de rien, c'est eux qui vont, dans la plupart du temps, concrétiser la recommandation pour que le site aille plus vite. Il faut garder ça à l'esprit. Et pourquoi est-ce important finalement le temps de chargement en 4 petits points, 5 pardon, parce que c'est logique et du bon sens. Je vous le disais, ça va avec le point 4. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, on fait tous des connexions dessus, parfois même on achète dessus. Il est évident que si ça met des plombes à charger, on ne va pas concrétiser la transaction, ou on va en tout cas avoir un aspect déceptif. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'utilisation du mobile, c'est beaucoup de micro-moments. Ça peut être dans une salle d'attente, ça peut être dans les transports. Et que voilà, c'est ces petits temps-là où on a ce temps de disponible. Aujourd'hui, on passe, c'est positif ou négatif, sur son smartphone. Et pour consommer du contenu aussi, donc on parle aussi beaucoup de vente, mais évidemment que si vous adressez du contenu, un article, s'il est long à charger, évidemment, ça peut aussi augmenter votre taux de rebond et in fine vos visites derrière. Parce que c'est un critère de positionnement, les Web Core Vitals. Alors, c'est quelque chose qui fait débat, mais en tout cas, globalement, Google nous dit que ça fait quand même partie des critères de positionnement. Et même si ça n'en était pas un, finalement, même si vous êtes premier en SEO et que votre temps de chargement, il est vraiment horrible, alors horrible, toute proportion gardée, potentiellement, même si vous êtes bien placé en SEO, vous pouvez perdre la visite. Parce que cela peut être un avantage concurrentiel, je vous l'ai dit, vous êtes plus rapide, vous êtes meilleur, vous pouvez gagner la vente, entre guillemets.
Le mobile, j'en ai parlé, et parce que c'est pas si sorcier, en fait. Aujourd'hui, de tête, il y a peut-être à peu près 10 outils et on en parlera, qui vous proposent des recommandations de temps de chargement. Il y en a, je pense là aussi, quelques-unes de tête qui ne nécessitent pas forcément de dev, qui peuvent passer par des plugins, qui peuvent passer par des CMS, des choses qui sont déjà natives, comme le lazy loading, comme la mise en cache, comme la compression automatique des images. Donc finalement, on se rend compte que oui, ça peut paraître encore un peu nébuleux, oui, ça peut être frustrant parce qu'on se dit qu'on est encore au-dessous des concurrents ou qu'on n'arrive pas à avoir la fameuse note verte dans PageSpeed Insight de Google, l'outil de, on va dire, un peu référence. Mais c'est pas si sorcier, et que surtout, il faut traiter le dossier, temps de chargement, étape par étape, en voyant ce qu'il est possible de faire. Ça peut donner lieu aussi à des recommandations plus profondes, type parfois changer de CMS. Alors, c'est pas le même budget, mais ça peut aussi amener certains annonceurs ou certains éditeurs de sites web à se remettre en question. Mais globalement, il y a quand même, et c'est l'idée d'aujourd'hui, vous donner des petits conseils, des petits tips pour essayer d'améliorer un petit peu ça assez facilement. Alors, faut de proportion gardée encore une fois, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses à mettre en place. OK ? Donc, parce que c'est important de savoir ce dont on parle, je vais vous parler de Web Vitals. On va les redéfinir ensemble parce que c'est des acronymes, parce que bon, même si globalement les SEO et d'autres personnes qui baignent dans le web marketing connaissent ces acronymes et ces définitions, c'est bien un petit peu de toujours redéfinir son sujet avant d'en parler. Et puis un petit peu l'état, savoir où on en est un petit peu au niveau monde sur l'implémentation de ces Web Vitals, voir s'il y a globalement, c'est 90% des sites qui sont dans le vert ou il reste encore du travail à faire. Donc, ces fameuses lettres qu'on voit depuis 2020 qui sont apparues dans moult présentations, dans moult conférences, moult articles, on va les redéfinir ensemble. LCP, FID, CLS. Donc, c'est un acronyme en anglais. Le LCP, on va le voir, c'est là où, malgré tout, ça va être le plus facile d'aller chercher des optimisations. C'est le contenu le plus large sur la page, en français. D'accord ? Il mesure, c'est souvent une image, on y viendra. Et pour qu'on soit dans le vert, il doit être inférieur à 2,5 secondes suivant le premier cherchement de la page. D'accord ? Le FID, lui, son boulot, c'est de mesurer l'interactivité, First Input Delay. Globalement, c'est le délai, si je caricature, c'est le délai au moment où je vais cliquer ou appuyer sur mon écran de smartphone et je vais avoir une première réponse. D'accord ? Il doit être pour lui inférieur à 100 millisecondes. Et le CLS, c'est quelque chose qu'on déteste tous. C'est lorsqu'on va sur une page web, que les éléments commencent à charger et que, boum, il y a un autre élément qui vient charger en dernier moment, soit par-dessus le contenu avec lequel j'allais interagir, ou le bouton, soit en décalage au bas. C'est-à-dire que voilà, j'allais cliquer sur un bouton, il y a un contenu qui arrive qui n'était pas prévu, qui vient s'immiscer sur ma page, et je loupe mon clic sur le bouton. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le CLS, changement de mise en page cumulatif, parce qu'il se déplace de haut en bas, de droite à gauche. Voilà. Et l'INP, c'est le dernier petit nouveau, Interaction to Next Paint. Alors lui, il vient compléter le FID, il va venir remplacer le FID, mais globalement, il est aussi en lien avec l'interactivité, Interaction to Next Paint. Un paint, c'est un affichage, et globalement, il va mesurer entre ma première interaction, l'affichage vous voyez, du petit écran, vraiment du site web, de ma page web, et un deuxième clic et l'affichage de ce deuxième écran. Lui, il va mesurer en fait séquentiellement le délai entre chacune de ces interactions et l'affichage, vraiment ce qui nous intéresse, l'affichage sur un écran. Et il va prendre la donnée la plus longue, finalement, la valeur la plus longue observée. Et ça permet en fait de mesurer l'interactivité d'un site web, d'une page à l'autre, pour se dire, voilà, potentiellement, vos délais d'interactivité pour afficher une page puis une suivante, il est un petit peu trop long, donc il faut essayer de le réduire. Et on est bon, on est dans les clous avec l'INP si on est inférieur à 200 millisecondes. Voilà. L'INP, il faut s'en occuper maintenant parce qu'il remplace le FID en mars 2024. Là, il est en test, mais officiellement, le FID ne sera plus
Donc, First Input Delay, un Web Core Vitals, signal web essentiel en français en 2024, mais c'est bien l'INP qui viendra le remplacer. Et ce donnée toute fraîche qui date d'aujourd'hui, parce qu'on est le 22, l'INP vient de faire son arrivée dans la Google Search Console. Donc, on peut maintenant, au même titre qu'on avait déjà les Web Vitals d'afficher dans les rapports de performance de la Google Search Console. Si vous n'avez pas de Google Search Console activé, je vous invite activement à le faire. Énormément d'informations, et y compris, du coup, ces informations Web Vitals. D'accord ? J'y reviendrai un petit peu plus tard sur le suivi des Web Vitals dans la Search Console. Donc, globalement, je suis allé voir un document qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle l'Almanach HTTP Archive. Globalement, c'est une étude sur 8 millions de sites web sur 2022, qui va trait à la WebPerf, mais sur plein de choses. Je vous invite à le consulter, c'est vraiment une mine d'or, notamment sur des stats un peu brutes comme ça, sur l'utilisation aussi des technologies JavaScript, type d'image, voilà, poids aussi des ressources, pour voilà, un peu se remettre en perspective et se dire, voilà, un peu un état de l'art, voilà, des Web Core Vitals dans le monde d'aujourd'hui. On se rend compte que les Web Vitals sont arrivés en 2020. Aujourd'hui, on a à peu près 39% de ces 8 millions de sites web. On pourrait dire de tous les sites web, mais de cette étude en tout cas, ce qui est assez colossal, qui ont de bonnes Web Core Vitals sur mobile, de 24 à 39. Donc quand même, c'est un sujet qui est pris en compte. Il y a eu un bon nombre d'optimisations pour améliorer ça aujourd'hui. En niveau du LCP, donc le contenu le plus large sur la page, on se rend compte que la progression, elle est un petit peu plus... elle est quand même intéressante, de 43 à 51% entre 2020 et 2022, mais on peut se dire que finalement, il reste encore 50%, donc à peu près 4 millions de sites web qui, pour le coup, ne passent pas ce critère, parce que c'est une évaluation, les Web Core Vitals. Vous avez 3 critères. Si vous en cochez 2 ou 1, ce n'est pas validé. Vous n'avez pas la petite tique verte. Ce site web passe l'évaluation des Core Web Vitals. Sur le CLS, c'est là où il y a eu la meilleure progression, parce que 74% des sites ont limité ces changements de mise en page intempestifs, et on verra comment on peut les réduire ensuite. Le FID, pour le coup, là, c'était déjà pas mal, 80%, mais 90, 92% en 2022. Le TTFB, alors je ne vais pas m'attarder sur le TTFB aujourd'hui, je donnerai quelques petits conseils. Le TTFB ne fait pas partie des Web Vitals, mais il est stratégique sur le temps de chargement. C'est le délai de réception du premier octet qui va venir construire votre site web depuis un serveur. C'est le premier byte, c'est le premier octet. Et plus évidemment ce temps est réduit, forcément plus la construction de la page derrière, la restitution de la page sur un écran, qu'il soit desktop, ordinateur ou mobile, va être rapide. C'est toujours les données web, des données mobiles web qui viennent du Chrome UX Report. On y viendra ensuite aussi, je vous détaillerai. Et au niveau de l'INP, c'est 55% des sites aujourd'hui. Donc bien en dessous des stats FID. Donc conclusion, si vous avez déjà des problèmes d'interactivité sur votre site web, en tout cas vous ne passez pas le test des Web Core Vitals, c'est commencer à travailler l'INP dès maintenant. Dans un an, il fait partie des Web Vitals. Donc l'idée, ce serait effectivement plus on commence à le travailler tôt, plus on pourra faire la différence avant. Okay. Donc voici pour cette partie préambule. Maintenant, je vais m'attaquer à chacun des Web Vitals un par un. Et je vais essayer de vous donner des petits tips. Alors, j'espère que vous ne connaissez pas déjà. Et si vous les connaissez déjà, tant mieux. Ça ne fera que valider votre maîtrise du sujet. Et en petit préambule, alors j'ai vraiment ultra simplifié, mais il faut quand même qu'on se pose sur comment fonctionne un navigateur web. Donc, navigateur, Chrome, Internet Explorer, Firefox, tout ce que vous voulez. Et donc, un navigateur, lui, il va assembler, brique par brique, les éléments d'une page web. Il va aller chercher les images, le code, d'abord le code HTML, etc. Et il va en fait, si vous voulez, charger étape par étape. Et il va s'attaquer aux ressources qui lui prennent le plus de temps. En fait, ça va être, en premier temps, des ressources bloquantes. C'est les choses qui vont être derrière. C'est le CSS et le JS. Et ça, généralement, il va le charger en parallèle aussi du code HTML qui va être, du coup, le bloc qui va permettre de construire la page. Et ensuite, il va s'attaquer au contenu on-screen, donc ce que vous allez voir sur votre taille d'écran, peu importe la taille.
Et ensuite, le contenu off-screen, donc tout ce qui n'est pas dans votre taille d'écran. On y reviendra derrière, mais on appelle ça le viewport. D'accord ? Et comme les images ne sont pas des ressources bloquantes, elles ne sont pas priorisées dans le chargement des éléments. Généralement, elles arrivent un petit peu plus tard. Et comment fonctionne un navigateur ? Il analyse en fait ligne par ligne le code HTML. Et son boulot, voilà, lui, c'est de restituer cette page web depuis toutes les informations qu'il va trouver sur un serveur. Et si c'est autre chose que du code HTML, c'est pour ça qu'on les appelle blocking resources, il va stopper, en fait, il va se rendre non disponible. Ce n'est pas que le chargement va s'arrêter, mais c'est que potentiellement, les interactions avec le site web, avec la page web, ne vont pas être possibles tant qu'en fait, les navigateurs n'ont pas chargé finalement ces ressources bloquantes. On garde ça en tête, les images ne sont pas des ressources bloquantes. Je vous expliquerai après pourquoi c'est important et comment on va pouvoir justement les rendre prioritaires sur le chargement des autres éléments. Donc, le LCP, je vous l'ai dit, c'est l'élément le plus large de la page. Généralement, c'est ce qu'on appelle hero-bannière, l'image qui va être en haut de page et qui va donner le contexte visuel de votre élément. Si on regarde de votre site web et si on regarde par exemple Instagram, ça va être le logo. Voilà, c'est l'élément le plus large sur la page en termes de pixels. D'accord ? Ça peut être une div, ça peut être du texte, mais globalement, si on regarde les stats aujourd'hui, c'est sur des stats pour 82% presque des images et 72% pour mobile, ce sont des images aussi, un peu de texte aussi. Globalement, si on veut s'attaquer au problème du LCP, on passe par les images. C'est généralement le levier le plus efficace pour s'attaquer à ce problème. Okay ? Donc, à gauche, on a un petit histogramme qui nous dit, voilà, en termes de la taille, la taille, le poids, pardon, en kilobits de LCP, et comparé au nombre de sites web qui ont effectivement un élément LCP identifiable. Et voilà, on voit, aujourd'hui, globalement, sur mobile, 51% des sites web qui ont une image LCP identifiée en tant qu'LCP, c'est à peu près 100 kilobits. C'est dégressif normalement. Alors, on voit qu'il y a aussi des progrès. On trouve encore des images très lourdes de plusieurs mégas sur des sites web, mais globalement quand même, heureusement, c'est de moins en moins le cas. Et une stat importante, très importante ou intéressante en tout cas à droite, c'est le pourcentage d'utilisation des formats images aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que encore sur mobile, 67% c'est du JPEG, 26% du PNG et seulement 4 petits pourcents pour le WebP. Le JPEG, il date de 91, le PNG, il date de 96. Ce sont des images à la base faites pour du print. C'est pas des formats web. Vraiment, la cause majeure des problèmes de temps de chargement, autre dimensionnement serveur, etc., c'est généralement des images lourdes. Donc, j'y viens juste après ensuite. Je vous présente un outil que j'adore, que je pense beaucoup de développeurs aussi utilisent, le site Can I Use. Alors, vous aurez accès à la présentation après, mais j'ai mis en note de bas de page toutes mes sources par slide. Vous tapez une technologie et vous vérifiez si elle est compatible avec un navigateur. L'info-navigateur, vous le avez dans vos outils de tracking, dans Analytics ou autres, la proportion des gens, des connexions depuis IE, Safari, Chrome, etc., sur votre site web. Donc, vous pouvez prioriser en fonction de ça. Le WebP, il est compatible avec tous les navigateurs sauf Internet Explorer, je m'excuse. Mais pour le coup, il permet une compression de 25 à 34%. Il est plus petit en général de 24 à 30%, 25 à 34% qu'un fichier PNG. Si vous décidez de mettre en place le WebP parce que la majorité de vos utilisateurs ils sont soit Safari, soit Chrome, soit Edge, vous pouvez mettre une version de rollback pour tous les utilisateurs, même si c'est une faible portion, qui n'ont pas Internet Explorer, pour dire, OK, si effectivement tu détectes une session depuis Internet Explorer, eh bien, tu lui affiches le PNG ou le JPEG, par exemple, pour éviter qu'il y ait quand même une image malgré tout qui s'affiche. Okay. Le AVIF aussi, format très intéressant, format un peu nouvelle génération, 50% inférieur au JPEG en tag. Donc vraiment, en fait, c'est pas tant que vous pouvez compresser beaucoup plus ces fichiers sans perte de qualité. Et lui, il est un petit peu moins compatible. Alors, sur les navigateurs mobiles, c'est vraiment bof. On les voit, ils sont à droite et à gauche, c'est les navigateurs Chrome, Edge, enfin, les classiques. Il ne va pas être utilisable sur Edge ou sur IE, mais encore une fois,
Si vous avez 90% d'utilisateurs qui sont sur Chrome, à la fois sur Android et sur desktop, bah, allez-y, au moins testez-le. Encore une fois, si vous voulez déployer, si vous dites, OK, c'est un peu compliqué de déployer sur l'ensemble des pages, priorisez vos pages. Allez sur les pages ou les chemins de conversion qui sont les chemins critiques qui sont plus à même d'amener vers une conversion. Okay. L'utilisation du lazy loading, c'est bien aussi pour les images. Alors là, c'est une recommandation plus globale en tant que telle, mais ça marche aussi pour le LCP. C'est un peu moins compatible, idem sur IE, mais vous pouvez, encore une fois, dans votre code source, dire si j'ai cette techno-là, j'applique cette technologie-là. Hein. C'est pas parce que ce n'est pas incompatible avec un seul navigateur que la recommandation n'est pas forcément viable. 18% pour info, c'est le pourcentage de pages mobiles ayant un LCP qui n'utilise pas le chargement différé natif ou personnalisé. Natif ou personnalisé, c'est important parce qu'il y a beaucoup de CMS qui proposent nativement le lazy loading. Activez le lazy loading. Encore une fois, compressez avant d'activer le lazy loading. Si vous avez du lazy loading sur des images qui font 1 méga, on ne verra pas forcément l'effet. Hein, d'accord. Alors oui, à l'instant T, oui, mais bon, une fois que le lazy loading chargement passif, une fois que vous allez scroller et charger les images qui vont arriver, si elles font toutes 1 méga, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué. JPEG progressif, j'en parle rapidement aussi, vous pouvez vous renseigner. Une image qui se charge dégradée et qui se dépixélise ensuite, c'est aussi intéressant. Et la nouvelle, on parlait de priorisation tout à l'heure, je vous expliquais comment le navigateur fonctionne. Un nouvel attribut, du coup, c'est Barry Pollard qui a présenté ça dans sa conférence pour le Wheel of Speed. Un attribut, ils ont travaillé sur une nouvelle API qui s'appelle Fetch Priority. Alors selon eux, c'est pas plus simple c'est pas plus compliqué que ça, pardon, sur la capture d'écran. Globalement, votre image, généralement, qui va être en haut, donc ici, ça s'appelle image hero, comme les fameuses hero bannières qui prennent le haut de l'écran. Et bien, avec un attribut SRC, voilà, ils ont mis juste Fetch Priority Height. Ça veut dire charge cette image avant tout le monde. C'est un peu comme le preload, mais là, pour le coup, c'est vraiment un attribut dédié qui peut être utilisé pour prioriser justement le chargement des ressources images. L'idée, c'est pas de le mettre sur 40 ressources non plus. Si vous dites au navigateur tout est prioritaire, bah, évidemment, il n'y aura plus de priorité. Donc, la recommandation, globalement, c'est de le mettre sur 2 à 3 ressources maximum pour éviter justement, vraiment que ça reste une recommandation, une hiérarchisation de priorité. D'accord ? Et aujourd'hui, comme c'est assez nouveau, on a 0,03% des pages qui utilisent le Fetch Priority sur leurs éléments LCP. Donc, encore une fois, test and learn. C'est beaucoup ça aussi, les temps de chargement. C'est beaucoup ça, la WebPerf et le SEO. Test and learn, si demain, vous voulez effectivement l'utiliser, essayez. Et puis, faites-nous vos retours. À la rigueur, ça serait hyper intéressant de savoir, j'ai fait ça a marché. Comme il faut toujours un peu convaincre, dire oui, mais je sais pas, j'ai pas forcément les moyens ou le temps. On a vu, normalement, c'est hyper simple. Je vous ai mis la ressource. Aujourd'hui, il est compatible, ce Fetch Priority, avec Chrome et c'est pas Internet Explorer, c'est le navigateur par défaut Windows. Donc, il va, j'imagine, devenir de plus en plus complet. Et une petite stat quand même qui est importante, je vous parlais d'eBay tout à l'heure. Ils ont mis effectivement l'attribut Image Fetch Priority High sur l'image la plus large de la page, d'accord, et ils ont tout de suite constaté une amélioration du LCP de 150 millisecondes sur Chrome, d'accord. Donc voilà, un test concret d'un grand acteur du business, du e-commerce, qui tout de suite a essayé le Fetch Priority. Bon voilà, globalement ça marche, donc à vos claviers et à vos tickets Jira pour nous demander cette évolution à vos développeurs favoris. Le CDN, je vais y passer rapidement, mais encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ça a un impact positif sur le TTAB, je vous l'ai dit, le premier octet que va recevoir votre navigateur, encore une fois, d'un serveur pour assembler l'intégralité de la page. C'est pas que c'est sous-utilisé, mais c'est quand même intéressant. Globalement, un CDN, c'est quoi?
on caricature, mais en fait, c'est que vous allez déporter votre serveur plus près géographiquement de vos utilisateurs. Et l'idée, en fait, c'est en haut, c'est lorsqu'on n'a pas de CDN, on a un serveur d'origine qui va situer une page sur un terminal ici mobile, d'accord? Et bien, en fait, vous allez raccourcir ce chemin en rajoutant un serveur intermédiaire, en fait, un serveur dupliqué, qui sera un petit peu le même que vous, donc CDN pour Content Delivery Network. Et pour le coup, ça va raccourcir, en fait, la route et du coup, les temps de chargement entre ce serveur déporté et donc le device. D'accord? L'idée, en fait, tout simplement, c'est de se dire que vous avez un serveur d'origine, vous mettez un CNN déporté et ça peut aussi donc, améliorer le temps de chargement parce que l'information récupérée est assemblée, encore une fois. Pour rappel, ce n'est pas une page web qui est toute faite, hein, elle est à construire, comme un puzzle. Donc ça, CDN, je vous invite, je ne m'étale pas plus sur le sujet, mais je vous invite vraiment à creuser ça, notamment sur vos images, notamment quand vous avez plusieurs sites web avec la même charte graphique, mais présents dans plusieurs pays différents. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a une maison mère quelque part, et puis chaque site peut avoir des hébergements locaux enfin en tout cas pas des hébergements locaux, mais l'appel aux mêmes ressources, hein, une image qui va être présente sur plusieurs sites plusieurs fois parce que des franchises, parce que des filiales. C'est intéressant quand même d'avoir ça pour éviter que chaque site avoir ses propres ressources. La mise en cache, je vais très vite aussi. Ce graphe un petit peu compliqué à gauche, pas tant que ça. Je le tire d'une formation métier, petite dédicace à Julie Vidalin, qui est une ancienne consultante chez nous, enfin qui est partie de chez Picase pour chez l'annonceur, mais qui nous avait fait cette formation en interne. Pour vous dire aussi, le cache, c'est hyper important. Encore une fois, je ne m'étale pas, mais il y a des systèmes de reverse proxy, des systèmes de cache warming, donc de préchauffer le cache sur un serveur pour dire une fois que vous allez faire votre visite sur le site web, il est déjà préchargé quelque part. Donc, ça permet d'avoir une mémoire tampon et éviter de donner au navigateur web de faire l'effort de recharger toutes les ressources à chaque fois. Ça, c'est intéressant. Et globalement, si vous voulez vérifier si vous avez des caches, sur les images, c'est hyper important. Sur les scripts aussi, mais sur les images, c'est hyper important. Vous lancez un PageSpeed Insight, vous allez avoir l'info. Ici, on voit que sur ce site web-là, c'est un acteur de tourée sur une seule page, la Home. On a à peu près 630 kilobytes d'images, donc ça peut être important, d'accord. L'aérobannière, je pense, je suis prêt à parier, c'est au-dessus, c'est la plus hausse, 329 kilobytes. Le cache est à un jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis jamais allé sur ce site web-là, mettons, je vois une annonce. J'arrive sur ce site web-là. Mon navigateur va faire l'effort de charger 630 kilobytes d'images, d'accord? Alors, sauf s'il est loading, etc., mais en tout cas, en tant que tel. Demain, je fais ma navigation depuis un autre terminal, ou même depuis le même terminal. Le cache est un jour, donc 24 heures. Donc, je reviens 2 jours plus tard, mon navigateur va refaire l'effort de tout charger. Sur les images qui ne bougent pas, si vous savez qu'ils ne bougent pas, c'est des assets qui ne sont pas à vocation à bouger, booster la durée de cache, 6 mois, 1 an, il n'y a pas de problème. Ça évitera finalement de faire l'effort à navigateur. Donc, le navigateur, c'est l'utilisateur derrière son PC ou son smartphone, de recharger l'ensemble des images. Donc, vous allez gagner. C'est une mémoire tampon, ça existe. C'est aussi natif sur WordPress, sur des CMS. Utilisez la mise en cache. Ça peut être vraiment stratégique pour vous. Comment améliorer l'SCP? Petite synthèse des recommandations. Compression des images, format nouvelle génération WebP à vif, JPEG progressif, la mise en cache. Je ne me suis pas étalé là-dessus, mais la bonne dimension sur le bon device. Le viewport, une taille d'écran desktop, ce n'est pas la même taille qu'un smartphone. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir peut-être déjà des éléments. Si vous demandez à vos navigateurs de prendre une image desktop et d'automatiquement la resizer pour un device mobile, c'est le navigateur, encore une fois, qui fait l'effort. Donc, c'est du temps de chargement en moins. Si vous prédéfinissez des tailles par défaut, toute cette viewport, donc cette taille d'écran, entre temps et temps, c'est pour le desktop, et entre temps et temps, c'est pour un mobile. Évidemment, c'est des ressources qui sont économisées par le navigateur. Donc, le navigateur, c'est le processeur des ordinateurs de vos clients. Hein, l'utilisation des CDN, évidemment. Lazy loading pour ne pas charger directement les images en dehors du viewport, donc en dessous de la ligne de flottaison,
mais aussi sur les éléments LCP. La priorisation preload, pour ceux qui connaissent, ou fetch priority, de nouveau, je pense à tester aussi. Bien entendu, si c'est sur, en fonction des navigateurs que vos utilisateurs utilisent. Et la découverte aussi, c'est important. Il faut s'assurer qu'en fait, les éléments LCP, bah, ils sont visibles dans le code HTML, ils ne sont pas cachés derrière un script. Souvent, le lazy loading, parfois, il peut y avoir des paires, on cache ça derrière un script et du coup, bah, c'est très compliqué pour le navigateur de réassembler la page parce que la page est cachée, l'image est cachée. Il y a un emplacement précis, c'est dans le code HTML avec une URL. Hein. Vous n'aurez pas à réinventer en essayant de masquer, d'essayer de masquer du contenu. Et pour le coup, en petite stat, on a 39% des pages mobiles qui contiennent des éléments LCP qui ne sont pas détectables de manière statique, d'accord, des URL précises dans le code HTML. Et environ une page mobile sur 200 précharge ces images de LCP, donc preload, fetch priority. Allez-y. Pour info, chaque navigateur a un preload scanner. Donc, tout ce que vous lui donnez comme attribut de preload, il va dire « Ok, c'est à moi d'aller le chercher. » Donc, encore une fois, pas mis de ressources non plus, hiérarchisé. Et les images, c'est quand même une bonne idée. Ok. On passe au CLS. Il y a un calcul voilà, du CLS qui va globalement sur deux critères. La fraction d'impact, c'est l'espace que ça prend sur l'écran. La fraction de distance, les éléments, en fait, la variabilité qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils vont bouger. D'accord. C'est une note qui doit être inférieure à 0,1. Mais globalement, si on fait l'impasse un peu sur le calcul en tant que tel, voilà, c'est l'image que vous avez un petit peu, des images que vous avez un petit peu à gauche. Vous avez un contenu texte qui commence à s'afficher. Attention, hop, il va glisser vers le bas parce que effectivement, il y a un autre élément qui va venir se greffer sur la page. Et l'exemple le plus concret, c'est l'exemple d'en bas. Vous avez commencé à interagir sur le contenu. Potentiellement, vous scrollez au milieu avec votre pouce et boum, il y a un bouton Click Me. Et donc, vous faites un misclick hein, pour le coup. Donc, l'idée, en fait, c'est de pré-réserver ces éléments, ces espaces, que ce soit des divs, des images ou du contenu, pour justement, même si, en fait, c'est un peu le cas en haut, même si le contenu, vous savez qu'il va arriver après, bah, les fameux 25% là, de latence en haut, vous les avez pré-réservés. Si la ressource arrive après, eh bien, il n'y a pas de coup de changement de mise en page parce que ce bloc était déjà pré-réservé. Il n'y aura pas de glissement, justement, de changement de mise en page. C'est un premier élément. Pour du coup pré-réserver l'espace, c'est intéressant de définir des dimensions de votre code source de tel div, telle image, tel élément, avec les attributs height, width, hauteur, largeur. D'accord. Ça, on peut le faire sur les images, on peut le faire sur les éléments du code HTML, sur les divs, et ça se fait en pixels, d'accord. Et idéalement aussi sur des éléments de code HTML, la hauteur, la largeur, pardon, minimum, et hauteur aussi, ça peut marcher. Pour dire, OK, cet espace, je sais qu'un élément va arriver. Je ne fais pas une div à 0, du coup, mais je viens pré-réserver un emplacement dédié du nombre de pixels dont j'ai besoin pour que lorsque la recharge arrive, bah, sa place, elle est toute prête, elle est toute chaude. Hop, l'élément va se greffer dans son élément qui est pré-réservé et il n'y aura pas de décalage de mise en page. OK. Pour info, 72% des pages mobiles ont des images sans dimension. Donc, toutes les images qui sont sans dimension, ça veut dire au navigateur, bosse et redimensionne-moi les images pour qu'elles soient à la bonne taille pour mon device. Okay. Vérifier l'éligibilité au cache amélioré. Le cache amélioré, encore une fois, c'est une autre petite nouveauté de Google. Vous pouvez le voir lorsque vous faites inspecter une page web, vous allez dans Appli, tester le cache amélioré. Il l'appelle en anglais Back and Forward Cache parce qu'en fait, c'est justement une petite vidéo, alors il y a un petit peu de son. Mais globalement, c'est lorsque vous allez naviguer sur précédent et suivant sur votre site web, à gauche, vous avez avec le cache amélioré et à droite, vous avez sans le cache amélioré. Grosso modo, ça permet en fait, lorsque vous faites une navigation, parce que dans une navigation, on peut aller sur la page suivante précédente, bah, ça précharge les ressources et vous n'avez pas à chaque fois, en fait, à recharger l'ensemble des contenus lorsque vous naviguez sur un site web. Donc, pour le coup, pourquoi pas tester ça. Ça coûte rien, en tout cas, de vérifier sur votre site web si vous êtes éligible au cache amélioré. Et pour faire le test, il faut bien évidemment naviguer sur une page A, une page B, et puis revenir à la page A, ou voilà, avoir une navigation sur le site web pour vérifier que ça marche. Okay. Éviter les changements de mise en page intempestifs. Alors, ça, je le maîtrise un petit peu moins, mais globalement,
quand on a des animations sur un site web, il faut, alors déjà, il faut essayer de les éviter, ces animations, d'accord? Parce que généralement, c'est très énergivore, enfin, en termes de temps de chargement de secondes, et ça apporte pas forcément, si ce n'est un aspect graphique, grand-chose, en tout cas au contenu et à la qualité de votre site web. Encore une fois, vous pouvez regarder et il faut éviter en fait de spécifier des attributs quand vous allez avoir des cadres qui vont bouger haut, bas, droite, gauche. Mais là encore une fois, c'est une recommandation de Google de make transform, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'adapter automatiquement, d'accord? Et pas juste dire quand vous dites top, en fait, si vous dites top et que en fait les éléments de votre page doivent bouger, bah, c'est une indication qui est un petit peu trop précise. Alors que si vous utilisez le transform, d'accord, et le translate y, et ben en fait, il va faire son calcul un petit peu automatique et il va pouvoir du coup mieux gérer l'animation et éviter que ce soit recalculé à chaque fois, en fait, tout simplement. Okay. Troisième et dernier, alors c'est un double, FID et INP. Pour le coup, les recommandations du FID, heureusement, vont aussi pour l'INP. Donc, globalement, ce sur quoi on peut agir, c'est les tâches longues et le JavaScript. Le JavaScript, c'est Google, les navigateurs n'aiment pas ça, ils ne savent pas l'interpréter. Et pourtant, on en utilise de plus en plus. Mais bon, ça permet aussi énormément de possibilités sur les sites web. D'accord. Et puis, on voit aussi que bon, les tâches longues aussi c'est aussi un critère, notamment beaucoup plus sur mobile, bien évidemment. Une connexion fibre n'étant pas aussi performante qu'une connexion 4G, 5G ou même 3G. D'accord. Donc, globalement, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que on vous montrera comment on identifie ces tâches longues. Clic droit, inspecter l'élément, performance, je vous montrerai dans le Crux, vous pourrez rapidement les identifier. Mais globalement, s'il y a une tâche longue, typiquement charger un script, pendant que le navigateur est occupé à charger cette tâche, vous ne pouvez pas interagir avec le site web. Il est donc bloqué. D'accord ? Par contre, si vous segmentez ces tâches en plusieurs petites tâches, bah, vous permettez en fait à un événement de se produire entre ces différentes tâches. Donc, c'est la même tâche, mais elle est segmentée. En gros, tu lui dis commence, interromps-toi, continue, interromps-toi, continue, interromps-toi. Et pendant ces moments d'interruption, et bah, pour le coup, on va pouvoir avoir un événement, une interaction, un clic, un scroll, par exemple. D'accord ? Petite recommandation, mais en fait, quand vous devez faire le choix de segmenter ou de splitter ces tâches longues, bah, c'est simple, mais ne segmentez pas les tâches qui sont prioritaires et on va dire critiques pour l'affichage de votre page web, mais déférez, reportez tout ce qui n'est pas important. Typiquement, avant, là à gauche, on a, alors c'est un code assez simple, mais globalement, on le voit, hein, c'est pour valider un formulaire, d'accord. Ensuite, il y a un affichage et ensuite, ça va à la base de données et c'est envoyé dans Analytics pour le tracking, d'accord. Eh bien, si vos trois tâches principales, c'est effectivement la validation du formulaire, l'affichage généralement d'une page de confirmation, vous pouvez dire stop, donc avec le set timeout, je viens juste après, et ensuite permettre l'interaction, potentiellement aller sur notre page, initier un autre clic, et puis bah, finalement, l'envoi à la base de données et Analytics vont se faire dans un second temps. D'accord ? Le set timeout, c'est compatible avec tous les navigateurs, alors ou presque en tout cas. Alors quand c'est gris, c'est qu'il n'y a pas forcément l'information. Je vous rappelle CanIUse, hyper intéressant comme outil. Donc si vous voulez encore une fois l'essayer et splitter, enfin, mieux répartir ces tâches longues qui bloquent du coup le navigateur, les interactions, eh bien essayez-le encore une fois, ça peut être hyper intéressant. Ok. Identifier aussi les CSS et les scripts qui sont non optimisés. C'est une recommandation qui est parfois un peu difficile à faire entendre, mais c'est qu'en fait, un site web, il a besoin potentiellement de JavaScript et de CSS pour constituer une page web. Le CSS, c'est la cosmétique. Le HTML, généralement, c'est le contenu. Le JavaScript, c'est peut-être tout ce qui va être effectivement filtre, tout ce qui va être un peu plus applicatif pour permettre des interactions. Et on se rend compte, donc là, c'est dans le Chrome UX Report, pardon, enfin, inspecter l'élément, pardon. Dans l'aspect couverture, vous pouvez avoir tous les scripts qui sont appelés sur votre page. Là, j'ai pris une page du site webdev de Google.
et on se rend compte qu'effectivement, on a des scripts et des CSS, vous avez des octets inutilisés. Donc, sur une feuille CSS, là, on a carrément 80% de la feuille CSS qui est appelée pour charger cette page-là qui n'est pas utilisée. Donc, c'est des octets qui sont chargés en trop et qui ne sont pas nécessaires à l'affichage de cette page-là. Donc, une recommandation, c'est de segmenter aussi le CSS pour que dire, voilà, j'ai besoin juste de ce CSS-là pour cette page-là. Je ne vais pas charger l'intégralité de mes feuilles de style, mais bien la feuille de style qui correspond. Alors, là aussi, il faut faire attention parce que si vous faites, vous multipliez aussi le nombre d'appels. Donc, il faut le faire, si vous chargez 14 CSS au lieu de 1, il faut faire aussi attention que ces CSS soient optimisés au préalable. Pareil pour les scripts. Et là, on voit globalement que c'est le Google Tag Manager en fait, qui prend le plus de ressources. Donc, peut-être qu'effectivement, déférer l'envoi, en tout cas l'activation de ce Google Tag Manager quelques secondes après, ça pourrait être aussi, par exemple, une bonne idée. Les ressources se tirent. OK. Désactiver le double tap, typiquement, on sait que certains navigateurs mobiles, y compris Chrome, ils attendent au moins 250 millisecondes avant de traiter les entrées tactiles sur un site, justement pour éviter que la personne elle appuie 2 fois pour zoomer, vous savez, le double clic. La recommandation d'un bon FID, c'est 100 millisecondes, donc c'est perdu d'avance, d'accord ? Donc la bonne idée, en fait, pour éviter que les utilisateurs soient invités à zoomer, encore une fois, MetaName Viewport, taille d'écran, et spécifier des largeurs et des hauteurs prédéfinies par device pour éviter justement que la personne ait tendance à zoomer sur son contenu. D'accord ? Et c'est 7,3% des pages aujourd'hui, encore une fois, sur cette étude de l'Almanach 8 millions de sites web qui ne parviennent pas à définir la directive MetaViewport, d'accord ? Et 8% des sites mobiles qui n'atteignent pas un seuil de bon FID. Donc, encore une fois, même si le FID tend à disparaître, ces recommandations sont valables aussi pour l'INP qui va le remplacer en mars. OK ? Donc, globalement, en synthèse, on découpe les tâches longues, d'accord, pour permettre les interactions entre ces tâches longues qui sont découpées. Le JavaScript, lorsque c'est nécessaire, Google, beaucoup de navigateurs n'arrivent pas à interpréter le JavaScript. Si vous appelez le JavaScript trop tôt, ça bloque les interactions sur la page. C'est ces fameuses ressources bloquantes, d'accord ? Alors, il est appelé en priorité, mais vous pouvez du coup, via le prefetch ou le preload, précharger ces ressources et appeler les images en premier, par exemple. Le set timeout, justement, pour découper ces tâches en plus petites tâches. Différer le chargement du JavaScript non critique, y compris les scripts tiers. Effectivement, le script Analytics ou le script Hotjar, c'est peut-être pas intéressant de le mettre à la première milliseconde du chargement de la page. Peut-être qu'il peut attendre un petit peu. 2 solutions pour ça aussi à creuser de votre côté si vous le souhaitez. A5 pour asynchrone, défaire pour déférer. Donc, on reporte le chargement. Le lead loading, ça peut être aussi intéressant aussi dans certaines perspectives. Et puis, nettoyer vos scripts et vos feuilles de style, soit en faisant plusieurs petites pour dire que voilà, je ne cherche pas l'intégralité de mes scripts ou mes CSS pour une page, pour essayer de gagner encore des millisecondes sur les fameux pourcentages d'octets non utilisés. OK ? Le monitoring, enfin, comment et pourquoi ? Parce que c'est hyper important, en fait, de se monitorer, de se comparer, de savoir d'où on vient, d'où on part, pour dire que voilà, j'ai des optimisations à mener sur mon site web. Donc là, je n'ai pas la prétention de vous dire que vous ne connaissez pas ces outils, mais néanmoins, c'est important aussi de savoir comment on fait un test, dans quelles conditions on le fait et avec quels outils. On a les crawlers pour le donner de téléchargement du code, identifier toutes les images lourdes en low, ça c'est intéressant, Botify, Screaming Frog. Les données de laboratoire, PageSpeed Insight, qu'on retrouve aussi dans les données de terrain, Web Page Test, OnCrawl, Looker Studio, justement, on y viendra aussi, je vous présenterai des petits cas concrets, Google Search Console. Et vous avez pour moi le must du must. Alors, les gens aiment ou n'aiment pas, mais on a PageSpeed Compare, qui est assez nouveau, qui je vous le présente juste après, qui va se baser sur des données Lighthouse, donc de laboratoire, et Chrome UX Report, des données de terrain. Laboratoire, grosso modo, ce sont des données simulées par une machine qui va se dire, OK, je simule la vie sur mon site web là, idéalement, je suis en slow 3G ou fast 4G, et je fais mon test, mais c'est une machine qui réalise le test pour vous. Les données de terrain, c'est basé sur vos utilisateurs, ce qui a vraiment été expérimenté comme temps de chargement moyen par vos utilisateurs lorsqu'ils arrivent sur votre site web. D'accord ? Et donc, dans PageSpeed Insight, on a les deux. Et donc, PageSpeed Compare, il est super mignon parce qu'en fait, il permet de comparer plusieurs pages web entre elles. Alors, vos pages à vous, celles des concurrents, là, j'ai mis Rakuten, Amazon, eBay, et vous pouvez facilement glisser entre
les données de laboratoire et les données de terrain. Et vous allez retrouver aussi tous les Web Core Vitals. Là, j'ai pris l'INP. Mais je vous invite à l'essayer. Il est vraiment sympathique. Et notamment, ça permet aussi de se dire, voilà, je suis en retard par rapport à mon concurrent sur tel ou tel critère. Alors, n'essayez pas non plus de vous baser systématiquement sur la note à droite qui va être 73, 70, 62, qui est la note globale de performance. Essayez déjà d'avoir un temps de chargement qui est meilleur que les concurrents. C'est un premier niveau. Et après, si vous en avez les moyens, allez chercher ce qui est le plus parfait possible. Encore une fois, en prenant en compte vos ressources, votre CMS, ce que vous êtes capable de faire aussi, possible de faire et d'implémenter. Car néanmoins, il y a aussi du coût humain et parfois et temps derrière, parce qu'il faut recoder notamment JavaScript. Okay. La Search Console, on a un rapport tout près dans la Search Console sur les signes web essentiels. Ça vous donne l'intégralité des URL, alors nombre d'URL, qui vont être lentes, améliorées ou rapides par device, ordinateur ou mobile. La seule petite déception, c'est que pour le coup, lorsque vous cliquez sur les URL lentes ou à améliorer, il va vous donner un échantillon d'URL, il ne va pas vous donner l'intégralité des URL lentes. Mais néanmoins, ça vous donne au moins une idée sur le template qui rame un peu. Et là, vous pouvez améliorer. Il vous donne le LCP, le CLS, le FID. Par critère, vous savez quelles pages sont plus ou moins concernées par votre problème. OK ? Le Looker, hein, j'adore cet outil. Alors, c'est Looker Studio. En 5 minutes, si vous allez sur le lien en bas à droite, là, developerchrome.com/doc/truc/dashboard, vous pouvez faire un Looker Studio en 2 minutes chrono sur votre site web. Vous rentrez votre domaine. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est sur une URL. Mais en tout cas, il va faire un Looker Studio automatique. Et il va vous donner plein d'informations sur votre temps de chargement. On va retrouver le LCP, les Web Core Vitals, la proportion de connexion desktop et téléphone sur votre site web, la pourcentage de connexion en 4G, 3G, 2G. Donc là, on a fait sur le site de Pickaxe. Et puis, on retrouve l'INP, on retrouve d'autres choses, et on retrouve plein de conseils, plein de métriques aussi intéressantes qui peuvent vous permettre du coup de voir où vous en êtes par rapport à votre temps de chargement. Et en plus, c'est rétroactif. Vous pouvez remonter jusqu'en 2022. Vous avez la page, vous avez du coup savoir si vous faites une optimisation de temps de chargement. Je fais mon optimisation en juin, je mets en ligne en juillet, je regarde entre juin et je regarde au mois d'août si voilà, j'ai une amélioration de tel ou tel critère. OK. PageSpeed Insight, hyper important, essentiel aussi. Juste pour vous dire que là, c'est un outil relativement facile à utiliser. Vous mettez une URL, comme dans la plupart des outils d'ailleurs. Et faites bien vos tests, s'il vous plaît, en navigation privée, avec quasiment aucune extension ouverte. Les extensions, c'est du temps de chargement aussi. Et on voit la différence avec ou sans navigation privée et avec des plugins activés. Voilà, j'ai une note de 47 sur 100. Oh mince, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, en fait, je la fais en navigation privée avec un minimum d'extensions. En tout cas, j'en ai eu là que 2, mais c'était Lighthouse, donc c'était pour le test aussi. Et je passe à 62. Et vous voyez que le First Contentful Paint, le LCP aussi, tout ça change un petit peu. Cumulative Layout Shift. Tous mes critères en fait de Web Vitals peuvent être impactés si je ne fais pas les tests dans les bonnes conditions. Idéalement aussi, vous faites votre test à la même heure et le même jour. Hein, le test 1, le test 2. Vous avez Dairboost aussi qui permet de faire ce type de test-là. Et dans l'inspection aussi, Chrome DevTools, vous pouvez retrouver vos fameux Web Core Vitals. Clic droit, inspecter l'élément. On va cliquer dans Performance. On n'oublie pas de recharger la page, sinon vous n'avez pas vos éléments. Et on retrouve votre FCP, votre LCP. Et puis, bien sûr, encore une fois, navigation privée avec un minimum d'extension pour essayer d'éviter de justement pénaliser l'affichage de votre site web et pas avoir des stats qui sont fausses parce que du coup, elles prennent en compte l'historique et aussi des extensions activées. Okay. Voilà, petit zoom sur ce qu'on peut voir. On peut voir aussi des tâches longues, vous en avez parlé, les fameuses tâches longues à découper. Et puis, c'est une waterfall. Je vous invite aussi à regarder un peu le fonctionnement d'une waterfall, comment le navigateur va assembler votre page, quelles sont les ressources sur lesquelles il va bloquer, quelles sont les ressources qu'il va appeler en priorité pour pouvoir justement vous permettre de réordonner ces ressources-là en fonction de ce qui est pertinent pour vous et ce qui est pertinent en termes d'utilisation pour améliorer vos Web Vitals. Okay.
Nous, chez Picase, un petit peu, encore une fois, je vous promets quelques secondes d'auto-promo, on a fait un dash qui est basé justement sur le Chrome X Report, qui permet, et c'est sa force, va pouvoir monitorer plusieurs pages en même temps, plusieurs templates, et par critères de performance. Nous, c'est un client ici. Vous voyez que là, c'est sur le LCP, en l'occurrence. Ils ont juste changé la durée de cache de leurs assets, de leurs images. Et vous voyez que le LCP, il a diminué, mais considérablement. Et en plus, évidemment, vous pouvez vous comparer avant-après. Donc, vous pouvez facilement vous dire sur la courbe, j'ai fait mes optimisations de temps de chargement à cette date-là, j'ai un impact significatif ensuite. Et c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez comparer par template. Donc, on peut très bien le faire aussi avec un concurrent, hein, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est quand même de monitorer votre site web. Donc, vous pouvez mettre votre page catégorie, votre home page, et ça vous permet de voir rapidement en un tableau si vous cochez tous les critères ou si vous êtes en vert, en rouge ou en orange, en fonction là aussi des Web Vitals, sur l'ensemble de vos pages stratégiques. Okay, si vous voulez en savoir plus sur ce Looker Studio, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je pourrais vous en dire plus. Synthèse des conseils, je n'y reviens pas, mais une petite checklist voilà, de tout ce qu'on peut retrouver comme optimisation par critère du coup LCP, pardon, pas du tout. Le titre n'est pas bon d'ailleurs, c'est l'ensemble c'est pas le Web Vital de CLS, c'est l'ensemble des critères. Petit résumé de ce que je vous ai dit, le preload, l'utilisation du cache, les e-loading, nettoyer les feuilles de style pour l'INP, le cache amélioré pour le CLS aussi. Voilà, ça peut être hyper intéressant. Okay, pour aller plus loin, parce qu'on va manquer de temps, mais renseignez-vous aussi sur les protocoles HTTP. On est en HTTP2, le HTTP3, ça peut être vraiment intéressant aussi en WebPerf parce que le HTTP2, ça permet notamment le multiplexing, c'est-à-dire plusieurs connexions au même moment pour aller assembler vos pages, chercher vos images, votre CSS, votre bibliothèque jQuery, par exemple, quand aujourd'hui, finalement, c'est une seule connexion pour tout charger, quand effectivement, le HTTP1, on va avoir 3 connexions, une connexion par asset. Donc, c'est effectivement permettre ça. C'est une recommandation qui est assez lourde. Hein. Mettre en place le HTTP2, ce n'est pas forcément hyper simple. Donc, nous, on ne le recommande pas forcément, mais pour le coup, si on est en capacité, si on a des équipes techniques qui sont en capacité de le faire, on le recommande vivement. Et le HTTP3, je ne m'y étale pas dessus parce que c'est assez technique. Je vous ai mis la documentation en bas, mais effectivement, ça peut encore permettre d'autres possibilités. Et notamment, il y a encore eu des améliorations entre le HTTP2 et le HTTP3, avec notamment le Quick UDP, d'accord, qui lui, en fait, il n'a pas de limite en fait en termes de connexion. Connexion TCP, Transmission Control Protocol. Et donc, ça évite que lorsqu'il y a un flux qui est en échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à charger la page, ça ne bloque pas le reste. C'est-à-dire que tous les autres vont pouvoir se charger quand même et après revenir à la ressource qui n'a pas été chargée en échec. Ça permet en fait d'éviter que si, admettons, il y a un script qui n'a pas réussi à être chargé, et ben, on continue à charger tout le reste et puis potentiellement, on rechargera ce script plus tard pour avoir la page complète. Okay, les sources, il n'y en a pas beaucoup, mais je vous invite à regarder Fasterize, bien sûr, ils sont spécialisés là-dedans, donc ils ont beaucoup de ressources. La conférence de Bailey Pollard sur le Wheel of Speed, même s'il y avait d'autres conférences hyper intéressantes, mais c'était vraiment dédié sur les Web Core Vitals. L'almanach pour avoir votre petite stat, pagespeed.dev, et puis voilà, essayez aussi les petits outils pour vous faire la main et voir un petit peu ce qu'il est intéressant de mener comme optimisation. Donc, j'arrive à la fin de ma conf. J'ai mis un petit peu plus de temps, il est 17 heures. J'ai un tout petit quiz qui va être hyper rapide en 4 questions pour vérifier que vous avez été attentif. Je sais qu'il est en fin de journée, 17 heures. J'espère que j'ai encore du monde avec moi, mais je n'en doute pas. Mais en tout cas, voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. En tout cas, il me reste une petite slide. Mais l'idée, c'était aussi pour vous remettre en perspective de voilà, quels sont un petit peu les best practices et l'état de l'art. C'est aujourd'hui, donc je vous ai dit, la dimension des images, c'est très important parce que sinon, c'est le navigateur qui va, pardonnez-moi, se taper l'effort de resizer l'image pour le bon terminal. Et à votre avis, quel est le pourcentage,
c'était dans la présentation, de page mobile sans attribut de hauteur ou de largeur, eh bien, c'est donc seulement donc 60%, pardon, 72% des pages mobiles ont des images sans dimension. Donc c'est relativement élevé, donc ce qui veut dire que typiquement c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement. Les conditions à respecter pour faire un test de performance d'une page web, c'est bien vérifier en fait que on a en navigation privée sans extension activée, idéalement le même jour à la même heure. D'accord. Quel est le nom de l'outil pour vérifier la compatibilité des technologies avec les navigateurs web? Petit outil hyper important que tout le monde doit essayer, enfin en tout cas de connaître, ça va être caniuse.com. Et le nouvel attribut à tester en priorité pour prioriser vos ressources, c'est le Fetch Priority. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. On va pouvoir passer, je l'espère, s'il reste un petit peu de temps à la question. Merci beaucoup, Maxime. C'était super. Tu m'entends bien? Oui, très bien, ouais, parfaitement. Okay, super. Bon, je ne savais pas s'il fallait que je vienne en même temps que tu fasses tes questions. Bon, voilà, je t'ai laissé. Je voyais me suis douté que c'était un test. Ça répondait un petit peu, voilà. Donc, du coup, ça a mis le mauvais affichage, etc. Bon. En tout cas, super conférence, vraiment. C'était super intéressant. Moi, j'ai suivi quasiment 100%, mis à part j'ai été dérangé une petite fois, mais sur la partie performance. Il y a quelques questions dans le chat. Il y a encore 150 personnes en live. Donc, ça a intéressé quand même pas mal de monde pour une fin de journée. Voilà, donc super intéressant. Du coup, ce que je te propose, c'est de prendre un peu les quelques questions. Moi, j'aurais aussi 2-3 petites questions précises. Donc, il y a Roxana en début qui posait quel format d'image vous préconisez. Alors, c'était un moment où tu parlais du WebP. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais j'imagine que c'était un peu ça. Non, mais effectivement, le WebP, c'est quand même une bonne alternative, encore une fois, parce que ça permet des capacités de compression beaucoup plus importantes que le JPEG et le PNG. Et encore une fois, regardez bien d'où viennent vos utilisateurs, quels navigateurs ils utilisent. Dans n'importe quel outil de tracking, on a l'information. Si évidemment 90% de vos utilisateurs sont sur Internet Explorer et que le WebP, du coup, là, n'est pas supporté, c'est peut-être pas une recommandation prioritaire. Néanmoins, le WebP, on peut quand même relativement compresser des JPEG et des PNG. C'est juste que le WebP permet un niveau de compression plus important et que globalement, on le voit aussi la différence lorsqu'on le met en place avec nos clients. La différence, elle est importante. Si 90% de vos utilisateurs sont sur Chrome, allez-y, format WebP, conversion. Il y a des outils automatiques qui permettent des compressions aussi. Et puis, vous avez toujours cette possibilité de rollback, c'est-à-dire de dire que si le navigateur si l'utilisateur utilise un navigateur qui ne supporte pas la technologie WebP, on va lui afficher un JPEG ou un PNG. JPEG progressif, je vous rappelle, c'est aussi un format JPEG, mais lui, du coup, qui va si je caricature, se charger un petit peu pixelisé et puis devenir vraiment net à la fin. C'est un chargement progressif. Voilà, ça peut être intéressant. J'ai déjà vu passer ça. Donc, en fait, ce que tu préconises, c'est du WebP, mais tu peux quand même mettre des règles pour remplacer sur IE, notamment. Tu fais quoi? Comment tu fais? Alors, du coup, c'est ce qu'on appelle une version de rollback, c'est-à-dire que tu peux détecter, en fait, lorsque ça laisse une trace, le navigateur que tu utilises, si toutefois IE n'est pas il n'est pas compatible avec la version WebP, il ne sera pas en capacité de la charger. Donc, dans ton code source, tu peux spécifier que si mon utilisateur vient de IE, le WebP est donc KO, et par contre, tu lui mets bien le lien vers la ressource JPEG, PNG ou un format d'image qui est supporté par IE. C'est possible, ça, de spécifier ça dans le code source, en fait.
OK, OK. Bon, bah, écoute, super. J'aurais appris quelque chose. C'est vrai que le WebP, on le voit souvent passer et on n'y pense pas assez, donc 4% des sites web hein, sur l'utilisent aujourd'hui, c'est faible et pourtant ouais. c'est vraiment intéressant, quoi. Bah, ouais, ouais, non, mais carrément. Bah, en tout cas, je te confirme que ta conférence a plu, hein. Il y a beaucoup de Tout m'intéresse. félicitations là, conférence très Oui, complète, merci. conférence avec beaucoup de valeurs et d'astuces. Bravo, magnifique présentation. Donc tu as fait Super. l'unanimité, je pense. Ravi. Alors 2 petites autres questions que j'ai vues Ouais. passer, notamment celle de Denis, qui disait: «Dans une page avec plusieurs images, quel est le poids total, des images est considéré comme idéal?» Est-ce qu'il y a Alors, des règles ouais. là-dessus? Alors, j'ai envie de dire, alors j'ai pas de chiffre précis en tête, je vais dire le moins possible. Le moins possible dans le sens où, déjà, alors, quand on a des sites e-commerce, évidemment, avec beaucoup de produits, toutes les images sont essentielles, évidemment. Mais en fait, peu importe le nombre d'images, c'est le poids que va avoir chaque image, d'accord? Donc, on estime que déjà, alors par image, si on peut se donner une recommandation, par image essentielle, c'est-à-dire qui apporte une information, qui est une image produite, qui est un visuel, qui doit être relativement d'assez bonne qualité pour illustrer une page, on va essayer de viser les 100 kilooctets, d'accord? Mmh. Par image, d'accord? Une fois cette donnée-là intégrée, on peut se dire que toutes les images plus petites, type picto, type logo, j'ai déjà vu des logos hein, en bas de page qui vont pas être beaucoup plus gros que ceux qu'on voit à l'écran sur un site web, faire 300 kilooctets. Alors qu'en fait, c'est une toute petite image sans définition. Vous pouvez la passer à 25 kilooctets, ça va absolument pas du tout changer la qualité du visuel. Et encore une fois, c'est un logo. Pareil sur les petits pictos de réassurance qu'on peut voir sur certains sites web. Optimisez ça. Et puis, encore une fois, si vous avez beaucoup d'images sur une page, fort à parier que du coup, il y en a sous la ligne de flottaison. Donc, c'est poids minimum sans perte de qualité, donc format WebP ou autre. Ou, voilà. Et lazy loading. Lazy loading, ça dit que toutes les images qui ne sont pas sur votre device, donc admettons, je suis sur mon téléphone, toutes les images, admettons, si j'ai une liste de produits sont sous, ne les chargez pas. Chargez-les à l'événement, quand je vais scroller. Donc si admettons, j'ai 9 images ou 6 images pardon, sur mon téléphone et que c'est des blocs de 3 images, lorsque je vais scroller, ben, il va charger les 3 images ou les 6 images suivantes, si c'est par la page en affiche 6, progressivement. Voilà. OK, carrément intéressant. Du coup, j'enchaîne sur la question de, Kaiser Mickey qui nous dit, «Question pour les CDN, est-il toujours» alors ça, je trouvais ça intéressant, je l'ai vu passer tout à Ouais. l'heure, Ouais. notamment quand tu es dans un seul pays, en effet. Qu'est-ce que, alors attends, je vais remettre nos têtes. Yes, voilà. Alors, ouais. Donc et du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Donc, si on est dans un seul pays, on a essayé effectivement Rocket CDN, ça ralentit considérablement le site. C'est une bonne question. J'ai pas forcément de réponse toute préconçue, toute faite ici. Mais globalement, j'ai envie de dire. Alors, c'est soit effectivement une mauvaise configuration à la base, c'est possible, ça peut arriver. Mais globalement, gardez en tête que de toute façon, si vous alors, le CDN va être utile pour une chose. C'est si effectivement vous êtes en France, mais vous avez donc par exemple un réseau de franchise ou de magasins et que c'est toujours les mêmes assets au même endroit. Ça va être intéressant effectivement de les rassembler à un même endroit pour pouvoir les délivrer ensuite à des serveurs qui vont être un petit peu plus proches des localités. Après, c'est une infrastructure aussi qui peut être assez conséquente. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez vu pire après qu'avant, c'est soit un problème de config, c'est possible, mais je ne peux pas m'avancer, je ne connais pas cette solution. Soit effectivement, c'est que bah, en fait, on peut aussi parfois s'en passer. Hein. Mais je n'ai pas Et forcément de réponse toute faite, mais globalement, oui, si c'est en France. En plus, globalement, on l'a vu, mais on est tous globalement en 4G sur les terminaux mobiles. Donc, toutes les recommandations ne sont pas forcément applicables tout le temps. ouais, Mais et nous, ouais, ce qu'on constate physique, régulièrement aussi, c'est que ouais. des fois, finalement, il y a pas mal d'autres optimisations à faire avant de passer sur de Ouais, la grosse, techno ouais, d'infra, complètement.
complètement. Il y a déjà du temps et de la place à gagner sur des petites optimisations toutes bêtes. Notamment, je trouve que le WebP, c'est un bon exemple de truc qui prend pas beaucoup de temps et Ouais, qui a un vrai impact. Enfin, tu sais, c'est un peu le 80-20, quoi. ouais, c'est 80% ça, d'impact pour 20% d'effort. Peut-être exactement. qu'on peut aller chercher là-dessus, quoi. Et le WebP, encore pour rappel, hein, vous avez des systèmes de conversion dans certains CMS. Et puis ensuite, vous avez aussi toutes des méthodologies préfaites sur le web pour convertir en lot, hein, en lot toutes vos images pour les convertir, pour éviter de faire une à une. Mais après, si vous voulez faire le test sur une page, je crois que Web Page Test, qui d'ailleurs est devenu, je crois, payant, permet à la fin de convertir automatiquement une image en WebP pour faire le test. Ça peut être intéressant. Yes. J'ai 2 dernières petites questions Ouais, du avec plaisir. chat. On va après arrêter là. Moi, j'aurais une petite question enfin 2 petites questions qui me concernent parce Ok, que ça pas de m'intéresse souci. ce sujet-là, mais je Ouais, les fais carrément. venir à la fin. Alors, on a, Abdel qui nous demande: «Possible de traquer les Core Web Vitals dans GA4 directement si j'utilise GTM peut-être?» Alors là, je te laisse répondre. Je sais pas si Je ne après, sais. c'est peut-être un sujet qui mêle un peu les 2 confs, celle d'avant Ouais, et la tienne, donc c'est ouais. peut-être pas Non, toujours évident. j'avoue qu'on est en train ici la migration GA4 arrive. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je Il aurait sais fallu pas. poser la question au rassemblement des 2 confs, Ouais, c'est avec ça. GA4 juste Non, je avant sais toi pas. et toi, Je on sais aurait pas. réussi. Je Non, mais sais c'est peut-être que dans UA, on peut effectivement traquer enfin, quel est le type de device qui se connecte à notre site web mobile en fonction de si c'est un iPhone, etc. La proportion des navigateurs. Je ne sais pas. De toute façon, ça me paraît difficile sans interfaçage avec la Google Search Console. D'accord. Après, peut-être qu'il existe encore une fois des connecteurs via un Looker Studio pour pouvoir remonter. Enfin, oui, de toute façon, il existe ça. Dans GA4 directement, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. OK. Bon. Une dernière question qui est pour le coup facile, des ressources formation pour apprendre la web perf, est-ce que tu peux nous donner, est-ce que toi tu as des sources un peu sur ça ou tu as Alors, appris sur le tas? Comment tu as fait? ouais, alors il y a beaucoup de choses qui sont déjà gratuites en ligne, hein. Je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal la conférence Wheel of Speed qui était il y a quelques mois. C'est gratuit, il y a des replays un peu comme ce qu'on a effectivement aujourd'hui. C'est des tips en fait qui sont vraiment intéressants à mettre en œuvre, alors sur différents aspects, mais il y a déjà énormément de choses qui sont gratuites et accessibles. Parce qu'en fait, tout simplement, si demain je décide de vous faire une formation web perf, bah, vous montrer comment compresser une image, la valeur ajoutée va être très très faible, tu vois. Ou passer, vous montrer comment convertir une image en WebP, ça va être très très faible. Donc je pense qu'il y a déjà effectivement, alors bien sûr, que ce soit nous ou autre agence SEO ou autre agence dédiée à ça, on peut faire des formations, ça existe, hein. Par contre, effectivement, je vous invite déjà le site web dev de Google, 1 milliard d'informations sur comment améliorer avec des exemples concrets, des vidéos, des tutos. Donc je pense que déjà en gratuit, mise à disposition par Google, mise à disposition par tous les experts SEO, vous avez déjà moyen de vous faire un bon petit cahier des charges et une bonne petite première expérience. Dans le support, hein, j'ai mis des liens, s'il vous sera partagé. Enfin, en tout cas, Mmh. il sera en replay. Ouais. N'hésitez pas à aller voir web.dev, Google. Vous avez sur tous les critères de web performance, du premier octet jusqu'au chargement complet de la page, vous avez un article sur chaque web core vital, sur chaque élément composant du temps de chargement, Ouais. avec des Globalement, options. c'est pas l'info qui est compliquée à aller chercher, c'est juste, Non. à un moment donné, c'est long, quoi. Faut Ouais, alors c'est long, et c'est aussi c'est la prioriser, évidemment. ouais, Parce qu'évidemment, ouais, là, on donne peut-être 25 recommandations. C'est j'attaque par quoi, en fait? ouais, c'est ça, Euh, prioriser les choses qu'on fait, ouais. Et l'idée, c'est d'abord de faire un audit. Ça, c'est évident. Vous allez PageSpeed Insight, vous regardez, ou PageSpeed Compare, vous regardez vos pages qui sont les plus stratégiques pour vous. Votre home, la page qui va avoir une conversion, enfin, qui va être votre formulaire de contact, votre Mmh. page e-commerce, des pages produits, par exemple. Et puis, vous regardez si vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. Si vous n'êtes pas bon, bah, j'ai une optimisation à faire. Si je suis bon, et ben pour le coup, comment je peux encore améliorer mon temps de chargement mais si vous cochez déjà les 3 Web Core Vitals, bah, ok, good job. Peut-être que même vous ne le savez pas, vous n'avez pas fait l'audit. Mais d'abord, l'audit, c'est la phase essentielle. Et ensuite, regardez les recommandations à appliquer.
Et puis se faire aider de quelqu'un qui a la connaissance, un développeur, un SEO ou un responsable web marketing, quelqu'un qui a un peu plus la connaissance pour dire, OK, ça, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant. Globalement, vous travaillez les images en priorité, et déjà, vous avez fait le gros du job. Mmh. Est-ce que je t'embête avec une question? Allez, vas-y, je On prends. est en retard, on va essayer d'être concis parce que là, on a déjà dépassé, normalement c'est 17 Ouais. heures. Après je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais non, globalement, c'était une question un petit peu large, moi. C'était, en gros, c'est quoi ton avis sur, WordPress, mais un WordPress bien configuré, light, dans une optique de, nous, par exemple, sur l'agence, quand on dev en WordPress, on fait vraiment attention à ça. On met, Kadence, on met un bon système de cache, un plugin qui va automatiquement convertir en WebP, par exemple, les images, Très bien. allié avec un bon hébergeur. J'ai vu tout à l'heure passer Kinsta dans une de tes slides. Je ne sais pas si tu Mhm. parlais d'hébergeur Kinsta. Oui, certainement, ouais, 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 si, ouais. C'est quoi ton avis globalement en fait sur WordPress Kinsta? Est-ce que pour toi c'est un veau et même si on optimise à fond en fait enfin, nous on a des bonnes stats je trouve, mais peut-être que toi tu Ouais. as un avis plus pointu sur la chose. WordPress, c'est très très bien. C'est effectivement un CMS qui a alors, en tout cas, nous, sur la proportion de clients qui a un petit peu moins le vent en poupe qu'il y a des dernières années. Il y a beaucoup de gens qui passent sur Shopify, PrestaShop Ouais. ou des choses un peu plus costauds aussi parce que l'infrastructure a évolué. Mais globalement, WordPress est très efficace parce qu'effectivement, il y a pas mal de plugins assez faciles à installer, WP Rocket, des choses comme On ça. utilise, ça marche bien, hein. Donc en fait, encore une fois, si vous avez un CMS, que vous avez mis tout ce que vous pensez possible et configurable pour la web perf et que vous avez encore des choses à optimiser parce que vous faites un audit et que vous vous rendez qu'il y avait des choses, c'est pas forcément changer de CMS qui va vous solutionner. Pour tout ce qui va être blog, contenu, même WooCommerce pour certains sites e-commerce, franchement, WordPress, c'est un site qui a fait ses preuves, un CMS qui a fait ses preuves. La communauté, elle est aussi assez réactive. Les plugins, ça marche. Une petite, alors là, je change un peu de sujet, mais une petite réserve sur le plugin Yoast SEO. On a beaucoup de gens aussi qui utilisent WordPress qui s'en remettent uniquement aux plugins. Les plugins sont bien, mais il faut effectivement aussi un petit peu un staffing technique ou SEO derrière pour dire, OK, c'est pas parce que j'ai tous mes plugins qui m'affichent du vert partout que je suis forcément bon. Il faut aussi savoir modérer un petit peu ça et pas se remettre juste à des informations graphiques. Voilà. Mais Par contre, globalement, moins de ouais. plugins, c'est mieux, quoi, Oui, globalement. voilà, c'est ça. Mais alors après, il faut faire attention parce que parfois, vous allez installer un plugin qui est dédié à la web perf, mais vous allez aussi en installer un autre, potentiellement, qui fait un peu la même chose. Et ils Ouais. vont se chevaucher. Ils vont pas être forcément, ils vont être contre-productifs s'ils sont utilisés à mauvais escient. Il y a aussi Ouais. ça. Beaucoup de Et plugins, faut faire globalement, attention. nous, ce qu'on constate, c'est aussi souvent que tu as beau optimiser comme tu veux le WordPress, si derrière l'hébergement il est mal configuré, c'est peine perdue, quoi. Alors, il y a l'hébergement, il y a aussi le template. Le choix du template, c'est hyper important. Mmh. Plus vous Ouais. prenez un template compliqué avec des configurations, des choses un peu jolies. Globalement, j'ai des sites parfois de mes clients qui n'ont pas bougé depuis 15 ans, mais qui a que du HTML dessus. Bah, les webperfs sont. Alors, le site est moche, hein, mais les webperfs sont phénoménales parce que il y a peu de fonctionnalités. C'est très simple comme interface. Mais par contre, Web Core Vitals coché haut la main, quoi. Garder les choses simples. Voilà. On peut regarder ça C'est comme, ça. comme De retour. la simplicité, le natif, le vanilla, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup, Maxime. Bah, merci Donc, à toi, merci à on vous, va merci à Linux clôturer. Gardel. Alors, attends, parce que là, ils m'ont donné la main sur l'interface. Normalement, je devrais pouvoir mettre le générique. Ok, Je nous kick tous les deux. ok. Merci beaucoup et à très Merci à bientôt. vous. À Super la prochaine. expérience. Merci. Bonne Salut journée. tout le Bonne monde. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.